Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Allez, on descend à Marseille à présent. Et je vous annonce que dans l'héritage du jour, tout est faux. Ou presque. On les qualifie parfois de cimentiers naturistes. Et pourtant, ils ne travaillent pas nus. À Marseille, leur construction de pierre liquide, le ciment, modelé et sculpté à la main, rappelle les réalisations du facteur cheval ou certaines créations de Gaudi. La rocaille, c'est quelque chose qui a à voir avec l'illusion plutôt qu'avec le faux. Le faux, ce serait dire c'est mentir. Alors que là, on ment pas. Non, on dit on vous fait croire à. C'est pas la même chose. Ces décorations en trompe-l'œil déguisent des parties de l'habitat avec beaucoup d'imagination et d'humour. Indissociable de la texture rugueuse du ciment, elle se mêle à la végétation des jardins méditerranéens. Nulle part ailleurs qu'à Marseille, les artistes du ciment, ces maçons appelés rocailleurs ou rustiqueurs, n'ont à ce point exprimé leur art, aussi bien dans la variété des thèmes que dans la liberté de les traiter, dans cette cité de villas construite sur des terres arides. C'est de la rencontre entre deux classes sociales, les nouveaux riches marseillais et des maçons de génie pour la plupart d'origine italienne, que s'épanouit cet art de l'illusion à la fin du 19e siècle, dans un nouveau quartier, la Corniche, situé dans l'ouest de Marseille. La Corniche de Marseille s'est créée dans les années 1840-1863 et on a du mal à imaginer la Corniche de Marseille avant parce que c'était uniquement habité par des pêcheurs. Et donc une route va être construite et la Corniche va être complètement désenclavée. Les gens qui s'installent ici sur la Corniche, ce sont tous les gens qui habitent le centre-ville de Marseille et qui veulent donc un territoire beaucoup moins contrôlé, avec moins de règles d'urbanisme et qui vont faire construire leur villa de leurs rêves. On les a appelés les folies de la Corniche. Sur ces terres rugueuses, pierreuses, les rocailleurs créent des jardins pour ces bourgeois marseillais. Avec leur villa, ils espèrent gagner en respectabilité. Car leur fortune prospère grâce au développement des industries du sucre, de l'huile, du savon, mais aussi des industries chimiques et du ciment. Une grande partie de cette bourgeoisie marseillaise et aussi provençale est issue de ces classes populaires. Donc elle n'a pas coupé le lien avec ces classes populaires. Ces bourgeois donnent donc carte blanche à ces maçons, avec qui ils partagent les mêmes goûts d'un art populaire en dehors des normes esthétiques reconnues. La villa Santa Lucia, construite en 1892 avec ses multiples terrasses sur la partie haute du terrain, est adossée à la corniche. Dans une architecture complexe, s'y confondent grottes, cascades et serres. On est pris par ce décor où la végétation se mêle avec la rocaille. Et pour penser à ces jardins rocaillés, il faut penser des décors théâtralisés, des décors avec une certaine mise en scène. La première mise en scène que nous avons dans ce décor, c'est donc ce belvédère en faux bambou, où l'on a la belle vue sur la mer. Alors la mer, c'est un thème très important à Marseille, parce que beaucoup de ces riches bourgeois surveillent la mer et les bateaux qui arrivent. On attend souvent des marchandises venant des colonies. Le belvédère, c'est voir, mais c'est aussi avoir, au sens de posséder. Il faut montrer à ces invités que l'on possède de belles vues sur la rade de Marseille. C'est un peu comme au théâtre, à l'opéra. Il y a ce jeu de miroir entre vue et être vu.
Le deuxième thème important, c'est l'enrochement artificiel. On va recréer ce qu'on peut appeler le monde des grottes, à la façon du 19e siècle. Alors les grottes, elles sont multiples, des grottes dites de fraîcheur, dans des endroits très agréables l'été où on va se reposer, des grottes avec des jeux d'eau. On se promène un peu comme si on faisait un voyage au centre de la Terre. C'est tout à fait l'esprit de ces gens du 19e siècle, cet imaginaire. L'auteur de ce décor de rocaille se nomme Gaspard Gardini. C'est une commande d'un riche Marseillais, mais il l'a réalisé selon sa propre inspiration. Ce maçon italien immigré à Marseille parle à peine le français, mais maîtrise cet art tout italien qui remonte à l'Antiquité romaine et qui a connu un renouveau en Italie durant la Renaissance. Il représente ici la figure de Garibaldi avec l'uniforme français. Une allusion à sa défense de la France en 1870 contre les Prussiens. Pour comprendre le pourquoi de cette mise en scène, il faut replonger dans ce 19e siècle avec l'immigration italienne à Marseille. Les Italiens arrivent à Marseille dans cette fin du XIXe siècle de manière massive parce qu'il y a une demande importante pour le travail et ils sont mal acceptés par les ouvriers français marseillais. Et Gaspard Gardini va chercher une figure historique à la fois acceptée par les Italiens et les Français. Donc si on fait une relecture de cette figure donc derrière ce fort, Garibaldi défend l'honneur des Italiens. Les Italiens méritent d'être français. Les Italiens méritent la reconnaissance des Français. Le talent de ces Italiens est reconnu grâce à leurs œuvres qui se diffusent dans les villas luxueuses de plus en plus nombreuses à Marseille, mais aussi auprès des classes moyennes, la petite bourgeoisie. La Villa Costa en est un exemple. Lorsqu'il prend sa retraite, André Costa investit l'argent qu'il a mis de côté pour la faire construire. Il demande aux rocailleurs italiens à qui il confie les travaux d'inscrire ses initiales AC sur le fronton. C'était un marin corse et il a voulu représenter sur ce fronton un bateau, un 3 mâts, qui a toute voile gonflée et c'est le bon vent qui l'amène dans le vieux port de Marseille. Il a demandé aux rocailleurs, les Gagliardones, eux aussi d'origine italienne, de représenter des décors des colonies, une évocation de ces décors donc exotiques. À l'image des Gagliardones, d'autres familles de rocailleurs ont atteint une renommée et sont sorties de la pauvreté. Elles constituent de véritables dynasties. Dans cette ville portuaire, étape majeure sur les routes maritimes de l'Afrique et de l'Asie, les Gagliardones inventent une végétation exotique qui n'existe pas. On va au-delà de la simple imitation de la nature. On imagine, on se projette dans un univers que l'on ne connaît pas, que l'on a vu peut-être à travers des revues, à travers des expositions coloniales qui étaient assez nombreuses en cette fin du 19e siècle. La Villa Costa a connu un destin particulier. Il y a 50 ans, une vieille dame malade, sans enfant, habite la maison. Ses voisins, monsieur et madame Faure, un couple modeste, l'aident avec beaucoup de dévouement jusqu'à sa mort. Et après, nous avons appris qu'elle nous léguait la maison, mais tout le monde était content. Et nous, c'était trop lourd pour nous, on ne savait pas comment faire. Et mon mari était artisan maçon, il m'a dit, on va y arriver. Il aimait les rocailles, et donc, avec sa truelle, il pouvait sortir ce qu'il voulait. Son mari, Gérard Faure, décédé depuis, a restauré celle qui était devenue sa Villa Costa, ce qui a fait de lui l'un des meilleurs spécialistes de la rocaille à Marseille. Un artisan talentueux, aussi considéré que certains maçons durant l'âge d'or de la rocaille à la fin du 19e siècle. Nombre d'entre eux se sont laissés aller à une liberté totale.
La roseraie, réalisée par le rocailleur Gaëtan Amoletti dans le quartier voisin d'Andoum, en témoigne. On découvre cette façade avec son joli petit portail qui s'apparente plutôt au décor du faux, fausses fenêtres, faux bois, faux décor. Et à l'intérieur, cette villa, en fait, s'apparente plutôt à un petit cabanon. Cette façade est composée avec des rondins de bois dans lesquels s'inscrivent des trophées. L'un, un trophée de chasse et l'autre, un trophée de pêche. D'ailleurs, sur ce trophée de pêche, on peut détailler une dorade, une rascasse, des beaux yeux, une lampe de pêche. Gaëtan Amoletti signe cette maison. Il est fils de maçon et il réalise un certain nombre d'œuvres dans le quartier Rocaz-Blanc et le quartier d'Andoum. L'œuvre de ces rocailleurs, restés discrets dans l'histoire comme Gaëtan Amoletti, est protégée depuis quelques années, entre autres, grâce à Madame Relan, ingénieure des patrimoines, qui a milité pour qu'il soit inscrit au monument historique. Quand je suis arrivé, j'ai d'abord été surpris par ce décor un peu trop exubérant. Et puis finalement, je me suis attaché à cette décoration, ces choses particulières qui maintenant sont remises en valeur un peu grâce à vous. Une reconnaissance pleine de sens. Car à partir des années 30, ces rocailles considérées de mauvais goût commencent à disparaître. Beaucoup d'œuvres sont détruites avant qu'on ne réalise leur valeur. Et les rocailleurs marseillais ont aujourd'hui des disciples, comme Nicolas Gilly, qui rénove des ouvrages dans le quartier de Saint-Barnabé, un ancien village à l'est du centre-ville de Marseille. Alors, là, c'est typique de l'art de la ruine. Les ruines étaient des éléments décoratifs qui étaient demandés par les propriétaires aux maçons pour faire qu'il y ait une histoire dans le jardin. Voilà. Mais c'était du faux, entièrement du faux. C'était de l'illusion. Elle est en train de redevenir une ruine réellement elle-même. Voilà. Et j'aime bien cette ambiguïté-là. Les rocailleurs allaient jusqu'à laisser à l'insu des propriétaires des créations oubliées dans le jardin. Ici, un petit panier entre les arbres. La maçonnerie s'est reconnue comme étant un des métiers les plus pénibles au monde. Ça a été un moyen, la rocaille, de libérer un peu ce métier-là. Moi, je trouve que ça a permis de trouver des exutoires, des sorties, de l'inventivité, de la joie. Dans le quartier du Rocaz-Blanc, entre Notre-Dame de la Garde et la Corniche, Nicolas Gilly a réinventé l'art de la grotte. Ça a été une demande de la propriétaire. On était parti sur quelque chose qui correspondait quand même à son environnement, à elle. Entre autres, le poisson. Et en discutant au début, on pensait tout simplement à un petit abri comme ça. Et en fait, on en est venu à inventer un nouveau petit mythe. C'était d'inventer la rascasse qui a mangé Notre-Dame, Notre-Dame de Marseille, comme on connaît l'histoire de la sardine qui a bouché le Vieux-Port. C'était une petite galéjade. Mais après, j'avais la liberté de faire ce que je voulais. Créer sans entrave et sans prétention, telle est la leçon de ces maçons.